Jeudi 13 novembre 2025, ravi de vous retrouver dans ce grand journal, quatrième numéro pour cette semaine, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Erlich d'Aurelas, pour présenter ce grand journal Swag Radio. L'énergie, le flow et l'attitude. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Faites passer la commande à Alexa. Alexa, open Swag Radio. Swag Radio avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio arrive très bientôt dans les smartphones. Swag Radio sur TikTok, c'est pour très bientôt. Swag Radio déjà sur Facebook, sur YouTube. Likez la page de Swag Radio. P-News pour rester bien informé. P-News, les infos à la vitesse de la lumière. Pour une alimentation équilibrée, Bonheur Café Créole, 299, Main Street Everett, chiffre le 617 294 1425. Bonheur Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Tout de suite, voici les infos. L'assassinateur Joseph Lambert et Yuri Latortue répondent présents au tribunal de première instance de Port-au-Prince le mercredi 12 novembre 2025. Les anciens sénateurs haïtiens Joseph Lambert et Yuri Latortue sont présentés au sein du palais de justice, souvent appelé la cour d'appel ou la cour d'appel à Port-au-Prince, afin de répondre aux convocations judiciaires dont ils font l'objet. Écoutons l'extrait dans ce grand journal. Très bien. Je suis de répondre devant la justice. Non dossier que personne ne va comprendre. Il y a 30 sénateurs, monsieur. Tout le monde capte de là. Tout sénateur a choisi un monde de confiance. Regardez dans la liste après, il a choisi cousins, frères, sœurs, ont alliés. C'est pour coordonnateur. Il y a 38. Pas quelqu'un qui n'a pas choisi, ont allié leur famille. Sénat autorisé nous ça. Ok? Sénat autorisé à faire des avances, les va payer employés à temps. Pour qui ça c'est moins seulement que de poursuivre? Pour qui ça c'est moins seulement? Que 30 sénateurs, tout bien même bagaille là, que on allié qui coordonnateur, regardez nous, derrière nous, même nom, c'est madame yo cousin yo, et puis qui est-ce pour ce sénateur là? Nous comprenons. Dans le moment ça, moi j'étais en opposition à pouvoir, je t'ai cherché toutes sortes de bagailles pour te persécuter. J'aime courir pour la justice, je réponds à chaque fois où je l'aime, et je dis à me faire appel, parce que moi je voulais rétablir la vérité, montrer ça règlement Sénat dit, montrer que pas gain aucun intérêt dans ça ne fait, au contraire, dépenser plus comme dans le bureau derrière qui a fonctionné toujours, ok, et que honorable magistrat pour que vous rétablissez la vérité et vous mettez hors des liens, parce que je dis à ceux qui font enquête sur tout Sénat, on est d'accord, mais pour faire enquête sous sénateur la tortue, alors que tout sénateur. Nous resterons toujours dans ce dossier Joseph Lambert et Yuri Latortue dans le cadre de l'enquête judiciaire visant les anciens sénateurs Yuri Latortue et Joseph Lambert. Les avocats Maître Samuel Madista et Maître Lamour ont été entendus par le juge d'instruction. Les deux hommes de loi qui assurent la défense des ex-parlementaires ont répondu à une série de questions portant sur la procédure, les accusations formulées et la stratégie de défense adoptée. Selon des sources proches du dossier, l'audition s'est déroulée dans un climat de sérieux et de transparence. Maître Madista, connu pour sa rigueur et son franc-parler, aurait insisté sur le respect du droit à un procès équitable et dénoncé toute tentative de manipulation politique du dossier. De ce côté, Maître Lamour a rappelé que ses clients bénéficient toujours de la présomption d'innocence et a demandé que la justice haïtienne soit rendue sans passion ni pression. Écoutons l'extrait dans ce grand journal. La Cour des affaires aujourd'hui, il demande des pièces pour que le rende arrêt ordonnance dans le plus bref délai. Mais l'essentiel que l'affaire attendait, donc on attend que la Cour décide sur ce temps là. C'est dans le cadre du dossier ULCC et rapport sur un ensemble de rumeurs qui circulent dans les médias et qui révélaient que fait que je t'ai reproché sénateur la torture, je t'ai apprécié
à la lumière du droit administratif, alors que ce sont des faits qu'ils auraient dû analyser à la lumière du droit parlementaire. Donc, ils ont fait des erreurs. Et ces faits, au regard du droit parlementaire, ne sont pas poursuivables en justice. Donc, c'est ce que nous avons demandé à la Cour, d'autant que l'ULCC a transmis, en violation de ses propres règlements, au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, un rapport non signé. Le rapport non signé n'est pas authentique, il est inexistant. On ne peut pas ouvrir une instruction criminelle sur la base d'un rapport non signé. Nous avons demandé à la Cour de constater ces faits et de déclarer que la saisine du juge d'instruction est irrégulière. Et selon une jurisprudence constante de notre Cour de cassation et de la Cour d'appel de Port-au-Prince, dès que la saisine du juge d'instruction est déclarée irrégulière, la Cour doit annuler l'ordonnance, la Cour doit annuler tous les actes posés par le premier juge, la Cour doit annuler le réquisitoire des formes du parquet et la Cour doit rendre une ordonnance de non-lieu en faveur des inculpés. C'est ce que nous avons demandé. Plusieurs familles déplacées vivant actuellement dans des camps de fortune à travers la région métropolitaine ont pris l'initiative de lancer une grande campagne de nettoyage dans divers quartiers. Fatigués de vivre dans des conditions insalubres et préoccupés par la montée des maladies, ces familles ont décidé de passer à l'action. Armées de balais, de pelles et de sacs poubelles, elles se sont mobilisées dès les premières heures du matin pour ramasser les déchets et déblayer les rues envahies par les ordures. Nous voulons montrer que malgré notre situation difficile, nous restons des citoyens responsables, a déclaré une jeune mère vivant depuis plusieurs mois dans un camp à Delma. Écoutons l'extrait dans ce grand journal. Nous avons une situation qui est déplorable, une situation qui est infra-humaine côté. Nous avons mangé sous patra, nous avons marché sous patra et nous avons dormi sous patra. Les la pluie tombée, nous n'avons pas qu'à dormir. C'est sous 4 blocs que nous avons dormi. Il y a des gens qui dorment avec l'agent de sécurité. Nous n'avons pas qu'à dormir. Nous-mêmes, autrefois, les nous avons vécu dans le quartier par nous. Nous n'avons pas vivre comme ça. Mais vu que nous avons une situation qui est développée dans le pays, que nous rendons nous joignent, ce n'est pas nous-mêmes qui demandons de l'État que le peuple. C'est simplement nous que on bon matin nous lever nous courir. Mais maintenant de l'État, pour que les capable pencher sur les monde qui vivent dans le site, sur les PDI, parce que nous-mêmes, nous sommes haïtiens, nous choisissons qu'il y ait une ligne. Si nous sommes haïtiens, nous avons droit pour nous vivre bien. Et l'État a droit pour lui garantir la sécurité, nous, logement, nous, c'est ça, c'est le droit primaire. Nous-mêmes, nous voulons que l'État penche sur le cap à nous, bien que un peu de fois, ils viennent faire 6 000 ici. Mais sans pour autant pas apporter une aide vraie. Mais ça que nous avons demandé l'État pour pencher sur le KPDI. Deuxièmement, nous-mêmes, en tant que petits jeunes qui sont dans le WASH là, chaque jour nous levons, nous travaillons 7 sur 7. Il faut que l'État pense avec nous tout. Parce que si nous-mêmes nous travaillons 7 sur 7, l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Il faut que l'État manie pencher sur nous-mêmes qui travaillons sur ce site là. Parce que nous-mêmes, nous appuyons par nous comme ça doit. Nous demandons pour l'État créer un programme pour nous joindre une gratification. S'il le faut même un salaire, parce que l'État a des moyens pour ça. Qui ça l'a demandé? En plus, nous ne pas quitter pièces. Nous allons aller nous quitter pièces, nous allons pièces pour mourir. Nous n'avons pas de matricule fiscale, nous n'avons pas de passeport, nous n'avons pas de carte électorale, nous n'avons pas de acte de naissance, nous n'avons pas d'extrait d'archives. Nous demandons pour l'État créer un programme pour le voir au là, pour le voir l'immigration là, pour le voir l'archive nationale là, pour régulariser tout le monde qui n'a pas de pièces sales. Parce que c'est eux même qui te laguent nous dans courir, n'a pas prendre responsabilité, n'a quitté l'insécurité à monter avec phénomène vivant ensemble, nous demander pour prendre responsabilité pour tout PDI joindre pièces que l'État baille pour ça et puis deuxièmement pour nous chercher. Plateforme nationale pour le progrès des droits humains, PNPDH, tire la sonnette d'alarme face à ce qu'elle qualifie de dérive au sein du parquet de Jacmel. Selon l'organisation, certaines autorités judiciaires protégeraient un groupe d'individus impliqués dans des actes répréhensibles, tandis que de simples citoyens, souvent sans moyens et sans défense, croupissent dans les prisons de la juridiction sans jugement. Jackson Pierre-Noël, coordonnateur du PNPDH, dénonce une justice à 2 vitesses où les plus faibles paient le prix fort. Il appelle les responsables judiciaires à faire preuve de transparence, d'intégrité et à appliquer la loi sans favoritisme ni influence politique. Écoutons un extrait de ce grand
journal. Ouais, surtout, et surtout au niveau parquet, il y a pour aller faire couvrir ça pour série de monde. Pour pas que mon a qui a mandat d'amener derrière eux. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup arrêter mon ça. C'est une raison. Nous avons demandé avec Mme Magadi Belno en tant que directrice police pour le département pour ne pas entrer dans la logique. Même gens, l'autre nègre a fait au niveau parquet, après aller faire couvrir ça pour conseiller de monde. Imagine nous des gens qui ont mandat derrière. Et nous prenons un exemple. Et 22 février 2022, nous avons recevoir une doléance d'un parent, je crois que c'est pas à partir de ce jour, dans le bureau de Port-au-Prince, nous avons recevoir une doléance là, côté que, ok, il était un problème, ok, il déboulé dans le pied, d'après l'enquête, c'est concernant un conflit terrain. Eh bien, je veux dire, ordonnance sortie, ok, ordonnance sortie, mais ordonnance ça, non mais nous, ok, ça y compris ordonnance ça, mais jusqu'à présent, et il y a des gens qui ont mandat derrière eux, qui ne peuvent pas juger. Et bien c'est ça que nous avons un PDA, nous disons à ce qu'il faut que la justice soit capable de faire travail. Parce que pour qui ça, si que nous considérons des gens qui nous protégés, nous disons que nous allons faire couvrir ça pour conseil de monde, et bien là, nous ne pouvons pas payer du tout. Et ça, c'est un mandat que nous gagnons. Bon, il y a plusieurs mandats toujours. L'autre semaine, nous avons venu avec tout. Pour qui est ce mandat ça? Bon, mandat ça, c'est pour on s'est dit Joël Griffin. Ok, ça c'est copie mandat, d'amener. Mais jusqu'à présent, Joël Griffin a pas dans la rue. Non, on ordonne ça? Oui, non, on ordonne ça. Ordonne ça, combien de monde qui est indexé? Oh, plusieurs monde, mais pour le moment, nous va bailler pour qu'on y en a. L'autre semaine, nous avons venu avec pour qui ça mandat. Qui ça ordonne ça dit là? Pour qui ça même? Eh bien, il y a des cadavres qui étaient alboulés sous Tessia. Jusqu'à présent, c'est sous ça ordonnance sorti. Mais nous féliciter et juge Maître Alofento qui prend décision, qui prend courage de mettre qui met ça dehors. C'est vrai, nous ordonnance. Nous irons dans la ville d'Écaille. La DCPJ inaugure officiellement le service du casier judiciaire au CAI. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la modernisation des services de la police nationale d'Haïti, PNH. La direction centrale de la police judiciaire DCPJ a procédé à l'inauguration officielle du service du casier judiciaire. La ville d'Écaille, chef-lieu du département du Sud. Cette nouvelle antenne a pour objectif de désenclaver le Sud en offrant à la population un accès rapide et direct à l'obtention de leur casier judiciaire, un document indispensable pour de nombreuses démarches administratives et professionnelles. Écoutons un extrait dans ce grand journal. La privée sous nous. Pour ce faire, sous la supervision du commissaire de police Barreau, responsable des renseignements judiciaires, les formateurs de la DCPJ ont réalisé dans un très court délai la formation des 10 techniciens en identité judiciaire. 5 d'entre eux sont venus du Cap-Haïtien où ils exercent déjà leurs fonctions, tandis que les 5 autres débutent ce matin leur mission ici, au CAI. Il y a un message important pour tout policier. Le service arrivé au CAI, il est pour tout le monde. Pour le monde dans le sud, Grandance, ni sud-est, il y a venir faire si vous ne pas voulu. Tout le monde doit joindre même service là sympathique. C'est un service gratis. Seulement, vous avez besoin de payer 102 gouttes là dans le DGI pour capable bien récépissé. Nous demandons c'est pour nous collaborer. Tout le monde, c'est pour nous dénoncer toutes les actes de corruption que vous avez remarqué dans le service en particulier. Diaspora là, on bade. Ou qu'à gagner certificat de police là sans pas payer l'argent encore. Vous avez seulement besoin d'empreinte digitale que vous avez fait dans le pays pour dans la station police, commissariat pour vous avez besoin de photos d'identité, vous avez besoin de copie première page passeport, vous avez besoin de copie extrait archive là, et puis vous avez besoin de copie lettre agence qui demande au casier. Par exemple, c'est pour résidence, c'est sûr, vous voyez, une lettre qui dit
De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude. On est avec du style, Alexa Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24h/24 avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio, avec le son qui swag, swaguer et manger avec appétit à Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett. Chiffrez le 617 294 1425. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. P-News, les infos à la vitesse de la lumière. Restez bien informés. P-News, votre référence en matière d'information. P-News sur Facebook et sur WhatsApp. Likez Swag Radio sur Facebook. Likez Swag Radio sur YouTube. Très bientôt dans les smartphones. Et très bientôt sur TikTok. Aux États-Unis, Donald Trump promulgue les lois mettant fin au plus long shutdown de l'histoire. Après l'adoption du texte par le Sénat et la Chambre des représentants, Donald Trump a signé la loi débloquant le gel budgétaire de l'État fédéral. Ce long blocage a bouleversé plusieurs pans de l'économie américaine pendant 43 jours. Le reportage est signé Euronews. C'est la fin de la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire des États-Unis. Après 43 jours de shutdown, 6 élus démocrates ont finalement voté avec les républicains le projet de financement de l'État fédéral et Donald Trump a publié la loi. Le texte prolonge jusqu'à fin janvier le budget précédent sans pour autant garantir le maintien ultérieur des subventions pour l'Obamacare. Ce sont ces subventions qui avaient conduit au shutdown. This outcome was totally foreseeable. I said that this would be the outcome when all this began back in mid-September. They did it anyway. Democrats admitted that they used the people as leverage, and they got nothing for their selfish political stunt here. They didn't achieve anything with this at all. Les républicains ont promis d'organiser un vote sur la prolongation des subventions à l'assurance maladie. Republicans have played a game of chicken with food assistance, travel safety, and federal paychecks, all because they will stop at nothing to cut your health care. The only thing that congressional Republicans are more loyal to than Donald Trump is to cutting the health care of the American people. 24 millions d'Américains bénéficient de l'Obamacare. Sans la prolongation des subventions, les primes d'assurance maladie iraient jusqu'à doubler et 2 millions d'Américains pourraient n'avoir aucune assurance médicale l'année prochaine. Nous resterons toujours aux États-Unis dans ce grand journal, parlant du dossier de Jeffrey Epstein. Le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein a affirmé que Donald Trump savait à propos des filles dans un courrier de 2019, attribué au financier New York Times. En prison la même année, est rendu public mercredi par des parlementaires démocrates. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Aux États-Unis maintenant, la plus longue paralysie budgétaire du pays est sur le point de prendre fin à la Chambre des représentants qui va procéder à un vote. Je vais aller faire le point avec le spécialiste de la politique américaine, Raphaël Jacob. Bon midi, Raphaël. Bonjour, Sabrina. Donc là, d'abord, est-ce que les Américains s'attendent à un retour à la normale d'ici quelques jours? Là? En principe, oui, c'est ce qu'on devrait avoir après la plus longue paralysie de l'histoire des États-Unis qui va durer à peu près 1 mois et demi. Ça pourrait être graduel, surtout pour certains fonctionnaires, mais la réponse courte, c'est oui. La question après ça qui va se poser, c'est pour combien de temps? C'est-à-dire qu'un retour à la normale, oui, que ce soit dans un jour, 2 jours, 1 semaine, mais il faut comprendre que les contours de l'entente qu'on a fini par paraffer, ça nous mènerait jusqu'à la fin janvier. Donc, on peut, théoriquement, là, facilement replonger dans le même mauvais film dans un peu moins de 3 mois. Je ne dis pas que ça va se produire. Je dis qu'aux États-Unis, le processus budgétaire est rendu tellement polarisé et dysfonctionnel qu'on n'est même plus capable de passer ce que nous, au Canada, on considère simplement comme un budget normal, c'est-à-dire évidemment un plan budgétaire qui s'étale sur 1 an. Là, on passe des mesures sur 3 mois, sur 6 semaines, sur 4 mois, et on ne fait que pelleter des problèmes en avant. Donc, c'est très possible qu'on se reparle au début de l'année 2026 et qu'on soit retombé dans la même dynamique qu'on avait dans les dernières semaines. Dans une autre paralysie budgétaire. Et là, dis-moi, on dit presque terminé parce qu'il y a eu plusieurs étapes, vote notamment du Sénat le week-end dernier, Chambre des représentants également aujourd'hui. Là, ce qui va manquer, en fait, ça va être la signature aussi du président américain pour mettre vraiment fin à la paralysie budgétaire. Là.
Oui, ça, on s'entend que c'est une formalité. Donald Trump n'a absolument aucun intérêt, ni d'un point de vue de gouvernance, ni d'un point de vue politique, à ce que ça se propage dans le temps encore. Évidemment, je ne suis pas le premier à le mentionner, mais plus on avance dans le mois de novembre, bien sûr, aux États-Unis, plus on se rapproche de Thanksgiving. Il faut toujours le rappeler, Sabrina, Thanksgiving, c'est pas une fête comme une autre aux États-Unis, c'est la plus importante d'un point de vue économique et commercial à l'année complète. Donc, dans un contexte où notamment c'était les aéroports qui pouvaient être menacés de centaines de vols annulés, le président n'a pas besoin de ça présentement. Pas du tout. Puis justement, on va revenir sur l'affaire Epstein qui continue évidemment de faire couler beaucoup d'encre. Là, ce sont des courriels qui mentionnent que Donald Trump était au courant de la présence des jeunes filles, mais il l'a toujours démenti. C'est ça c'est fascinant. Il va falloir s'en reparler parce qu'avec le retour à la normale, il y a la possibilité qu'on ait un vote pour forcer la diffusion des documents par rapport à M. Epstein. Évidemment, le rôle, on verra là, de Donald Trump dans tout ça, demeure nébuleux parce que lui, ce qu'il a toujours clamé, c'est qu'il n'y avait plus de lien entre lui et Epstein à partir du début des années 2000. Là, ce que ces courriels dévoilés par les démocrates du Congrès ce matin suggèrent très fortement, c'est que non seulement il était au courant potentiellement de certains des crimes d'Epstein, qu'il avait des liens avec au moins une des victimes et qu'il avait des liens qui s'étaient perpétrés dans le temps, potentiellement jusqu'aux années 2010. Donc, qui dit vrai? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Tout ça, c'est une question qui est fondamentale. Est-ce que tu penses que ça va encore lui couler comme sur le dos d'un canard, là? C'est-à-dire que pour à peu près n'importe quel scandale, n'importe quelle controverse à ce stade-ci, ça fait plus de 10 ans que Donald Trump est sur la scène politique nationale américaine. L'opinion publique, elle est cristallisée largement à son endroit. Donc, la question d'un point de vue d'opinion publique, c'est est-ce que ça peut aller nuire à la marge davantage à son taux de popularité? Peut-être, mais les gens ont fait leur opinion largement au sujet du bonhomme. Vraiment. Raphaël, merci beaucoup. Merci. Aux États-Unis, mais... Parlons de la COP 30. Le Kenya présente des projets d'énergie propre. Les pays africains participant à la 30e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP 30 réclament davantage de financement pour accélérer leur transition vers les énergies renouvelables. Au Kenya, plusieurs projets d'énergie propre à petite échelle sont déjà en cours. Le reportage est signé FGTN News dans ce grand journal. Une petite étincelle se transforme en flamme qui réchauffe rapidement un encas de midi. L'école Tree Hill, située dans le quartier informel de Kibra, dans la capitale kenyane Nairobi, fait partie d'un nombre croissant d'établissements urbains qui se tournent vers des sources alternatives pour répondre à leurs besoins énergétiques. Nous avions un problème lié à l'utilisation du bois de chauffage et à la qualité de l'air ambiant, qui affectait les élèves. Avec l'aide de l'Human Trust, une organisation de la société civile kenyane, l'école a construit un bloc sanitaire spécial. La communauté locale paie pour utiliser les toilettes et les déchets humains sont acheminés vers un biodigesteur. Le biogaz produit est utilisé pour cuisiner les repas scolaires et alimenter la communauté locale en électricité. Il y a donc des gens qui continuent de penser que ce n'est pas une énergie propre. Nous avons discuté avec quelques commerçants ici, et ils leur demandent d'essayer pour voir que cela peut également réduire le coût d'exploitation globaux. Mais ce n'est qu'une petite pièce d'un puzzle plus grand. Alors que le monde prend de plus en plus conscience de la nécessité de passer aux énergies renouvelables, au Kenya, où plusieurs projets énergétiques à petite échelle existent, les parties prenantes explorent des moyens de les développer afin d'avoir un impact plus important. Le Kenya est un leader dans la production et l'utilisation d'énergie renouvelable en Afrique subsaharienne. Il produit plus de 90% de son électricité à partir de sources renouvelables telles que des panneaux solaires, qui absorbent les rayons du soleil, ainsi que des éoliennes et des centrales hydroélectriques. Pourtant, pour des millions de foyers et d'entreprises, l'électricité reste chère. De nombreux ménages kenyans préfèrent cuisiner au gaz, au charbon de bois ou au bois de chauffage, ce qui entraîne la coupe d'arbres et l'épuisement des forêts. Le passage à l'énergie renouvelable, en particulier à petite échelle, a également des implications financières. Il existe certains défis dont nous pouvons parler en matière de production d'énergie renouvelable au Kenya. L'un d'entre eux est le coût très élevé de l'énergie renouvelable. Malgré son besoin important d'améliorer l'accès à l'énergie, l'Afrique ne reçoit que 2% des investissements mondiaux dans la production d'énergie renouvelable.
Si le gouvernement peut mettre en place un partenariat public-privé qui tentera également d'impliquer les grandes entreprises, les fabricants de ces modules et de ces systèmes de stockage, ils travailleront ensemble. C'est pourquoi je dis qu'il s'agit d'un effort concerté pour tous qui doit être pris au sérieux. Selon les parties prenantes, l'impact de ces efforts se répercuterait sur toute l'Afrique, allumant une étincelle qui pourrait alimenter le continent en énergie de manière durable. Une petite... Nous irons au Venezuela. Les États-Unis ont déployé des moyens militaires en Amérique latine, notamment en envoyant un porte-avions de la région accentuant les tensions avec le Venezuela, qui voit en cette manœuvre une menace impérialiste. Mais que se passe-t-il exactement entre les États-Unis et le Venezuela? Raphaël Bouvier-Auclair, correspondant de Radio-Canada, nous résume la situation dans ce grand journal. Et pendant ce temps-là, on surveille aussi la tension qui continue de monter entre les États-Unis et le Venezuela. Raphaël, d'ailleurs, ça, c'est ce gros navire, le plus gros navire de guerre américain qui vient tout juste d'arriver dans la région. Oui, il s'appelle le USS Gerald Ford. Il est très important et donc s'est déplacé vers cette zone, on ne sait pas exactement où il se trouve, mais zone sud de commandement des États-Unis, donc dans la région de la mer des Caraïbes. Et quand on dit qu'il est imposant, ce navire-là, 4000 marins à bord, il y a des dizaines d'avions et ça vient s'ajouter à tout un arsenal, à tout un dispositif militaire américain dans la région. Vous voyez sur cette carte, donc le Venezuela se trouve ici, sur le continent sud-américain et au large, dans la mer des Caraïbes, il y a déjà des navires américains, il y a des bases militaires à Porto Rico. En fait, ce qu'on dit, c'est que les États-Unis n'ont jamais été aussi présents dans cette région que depuis 1989, au moment de l'invasion du Panama. Il y aurait 10 000 troupes américaines dans cette région en ce moment. Et il faut dire d'ailleurs, Raphaël, que ça survient alors que des frappes américaines se sont multipliées dans la région au cours des dernières semaines. Oui, parce que les États-Unis accusent le Venezuela de Nicolás Maduro d'être derrière du trafic de drogue vers les États-Unis. C'est pourquoi il y a eu ces frappes, vous allez voir un exemple ici, voilà, contre des navires transportant, selon les États-Unis, de la drogue, avec à bord aussi des narcotrafiquants. Il y a eu, donc, depuis quelques mois, 19 frappes, 76 morts, il y a 20 bateaux qui ont été détruits. Vous allez voir où ça s'est passé. Évidemment, ici, au large du Venezuela, un peu plus loin dans la mer des Caraïbes et même de l'autre côté, dans l'océan Pacifique. On dit mener ces opérations côté américain pour protéger les États-Unis de cet afflux de drogue. Réponse du Venezuela, on accuse les États-Unis de vouloir provoquer une guerre. Il y a donc mobilisation, il y a ces exercices militaires qui ont été diffusés, publié par le régime en place. Le président Donald Trump, qui, il y a quelques semaines, souvenez-vous, avait dit qu'il n'excluait pas l'idée d'autoriser des opérations de la CIA sur le territoire du Venezuela, a dit il y a une dizaine de jours en entrevue au réseau CBS qu'il n'envisageait pas pour l'instant déclencher une guerre contre le Venezuela, mais qu'à son avis, les jours de Nicolás Maduro, donc dirigeant du Venezuela, très contesté, étaient comptés. Intéressant. Merci, Raphaël. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Avant de clore ce journal, nous irons au Cameroun. 16 morts et plus de 800 arrestations dans les violences post-électorales. La crise post-électorale qui a secoué le Cameroun depuis l'élection présidentielle du 12 octobre dernier a fait 16 morts et a conduit à l'arrestation de plus de 800 personnes selon les chiffres officiels communiqués mercredi par le ministre de l'administration territoriale. Le reportage est signé Africa News. La crise post-électorale qui a secoué le Cameroun après l'élection présidentielle du 12 octobre a fait 16 morts et conduit à l'arrestation de plus de 800 personnes, selon les chiffres officiels communiqués par le ministre de l'Administration territoriale mercredi. Pourtant, le 6 novembre, le ministre de la Communication avait évoqué plusieurs dizaines de morts dans les manifestations promettant l'ouverture d'enquêtes. L'opposant Issa Chiroma Bakari, qui revendique la victoire, avance pour sa part un bilan de 55 morts, tandis que plusieurs ONG estiment à une quarantaine le nombre de victimes. Selon Human Rights Watch, des meurtres et des arrestations de masse ont suivi le scrutin. L'ONG affirme que la police et la gendarmerie ont fait usage d'une force létale contre les manifestants, procédant à de nombreuses interpellations. Dans son rapport, l'ONG appelle les autorités à mettre fin aux abus commis par les forces de sécurité, à ouvrir des enquêtes indépendantes et à traduire les responsables en justice.
C'est la fin de ce grand journal pour ce mercredi, jeudi 14, c'est plutôt 13 novembre. Qu'est-ce qu'il me prend? Ah oui, trop content quand c'est Swag Radio, le son qui swag. Mercredi 13 novembre 2025, avant de partir, la couleur du temps pour ce jeudi 13 novembre 2025. Aujourd'hui, 8h du matin, température 42 degrés Fahrenheit. Eh bien, ce milieu de journée monté jusqu'à 48 degrés Fahrenheit. Dans l'après-midi, vers 3h, nouveau repli autour de 46 degrés Fahrenheit. La soirée, à partir de 20h, descend à 41 degrés Fahrenheit, 39 degrés Fahrenheit. Pour cette journée, en bref, journée assez fraîche, maximum autour de 48 degrés Fahrenheit. Puis, refroidissement rapide en soirée. Alors, il vous faut un manteau, voilà pour aujourd'hui, même quand le soleil sera présent dans le ciel. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24, avec vous, chez vous, pour vous tous les jours. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Faites passer le message à vos camarades. Swag Radio sur Facebook, sur YouTube. Likez Swag Radio. Swag Radio très bientôt dans les smartphones et Swag Radio sur TikTok, c'est pour très bientôt. Pour rester bien informé, c'est P-News, les infos à la vitesse de la lumière. P-News, votre référence en matière d'information sur WhatsApp et sur Facebook. Hey, mangez un bon café créole, pour une alimentation équilibrée au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 2 94 14 25 pour nos cafés créoles. La cuisine haïtienne sans limite. Pour présenter le grand journal Erlé Tutorelas depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Passez un excellent jeudi. Rendez-vous, c'est pour demain, vendredi. Et n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Au revoir tout le monde. Rendez-vous, c'est pour demain. Au revoir. À demain.